à tous, on se retrouve pour un nouveau carnet de lecture. On est donc mardi 7 mars et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau carnet. Je vous ai laissé il y a une semaine ou 10 jours de ça, il n'y en a pas eu la semaine dernière pour cause de grosses activités et pas forcément beaucoup de temps, donc je reprends doucement mais sûrement. Je ne vais pas vous parler de mes lectures en cours puisque je ne peux pas vous en parler. Je suis plongée dans mes lectures pour le Grand Prix des lectrices L et pour le coup ce mois-ci c'est impossible pour moi de vous en parler avant la parution dans le magazine. Donc il va falloir attendre un petit peu. Mais je peux quand même vous parler des derniers livres qui ont rejoint ma palle. J'ai donc deux petites nouveautés, des livres de poche qui rejoignent ma palle, et j'en ai un autre qui pour le coup, enfin que je n'ai pas moi acheté, mais qui a été acheté par mon conjoint, qui avait l'air d'être hyper motivé pour lire ce livre, et pour le coup ça m'intéresse pas mal, donc je me suis dit que j'allais vous en parler aussi, parce que ça peut potentiellement vous intéresser. On est sur un documentaire, donc pour le coup, bon, si vous n'êtes pas très fan de ce genre-là, peut-être que ça ne vous plaira pas. Mais si c'est le cas, eh bien, soyez attentifs puisque ça peut vous plaire. Le premier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui est un roman de Christina Dalcher, QI, qui est édité aux éditions Pocket. C'est donc la sélection, enfin il fait partie en tout cas de la sélection du Grand Prix des lecteurs Pocket de 2023. Je pense que vous avez dû le voir pas mal passer sur les réseaux puisque vu qu'il fait partie de la sélection, les personnes, les jurys sélectionnés pour le Grand Prix devaient le lire là en début d'année. Donc je pense que vous l'avez vu passer. Moi en tout cas il me fait beaucoup envie. On est sur un livre un petit peu du style dystopie, donc c'est un peu particulier. Mais ça peut être sympa. Moi j'aime bien les dystopies, mais de temps en temps. C'est pas un genre que j'apprécie plus que ça, mais je trouve que quand c'est bien fait, c'est plutôt agréable à lire et j'apprécie pas mal. Donc à voir. Je vous lis la quatrième de couverture. Ne pas vouloir laisser d'enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves, pas assez d'enseignants. Avec le programme Famille idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège, avenir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral, sans famille ni débouché. Et Elena Fairchild, pardon, je reprends. Et Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien jusque-là. Seulement lorsque sa cadette échoue à son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues. Beaucoup de vagues. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais moi ça me tombe bien. Je me dis que bon, on est sur une relation mère-fille, parent-enfant, sur un fond de dystopie. Bon, clairement, ça peut complètement me plaire. Je vous en reparle très bientôt. Deuxième roman dont je voulais vous parler, je l'ai assez peu vu passer sur les réseaux sociaux celui-ci. Je l'ai découvert grâce à Amélie du compte YouTube Amélie qui en a extrêmement bien parlé dans sa dernière vidéo et c'est clairement la seule personne que j'ai vue qui en a parlé et qui l'a présenté d'une très très belle façon, donc c'est pour ça que je voulais le lire tout simplement. Donc ça fait un peu partie de mes achats impulsifs pour le coup et du coup on va voir ce que ça va donner, mais je pense le lire bientôt aussi parce qu'il me tente énormément. Donc il s'agit de Dites au loup que je suis chez moi, écrit par Carole Rivka Brunt, édité chez 10-18. Et donc de quoi ça parle? Je vous lis la quatrième. 1987, une banlieue new-yorkaise, écrasée par une sœur aînée histrionique et des parents absents, June rêve d'art et de son oncle Finn, un peintre new-yorkais reconnu. Quand il meurt du sida, l'adolescente inconsolable se lie d'amitié avec un homme étrange, Toby, qui se présente comme l'ami de Finn. Confrontée au deuil, à la réalité d'une maladie encore honteuse et au malaise de sa famille, June bascule dans le monde des adultes et de son hypocrisie. Voilà. Et en dessous, il y a Ouest France qui dit « Roman d'apprentissage bouleversant, chronique des années sida, vue par les yeux d'une adolescente. Dites au loup que je suis chez moi, révèle une auteure à la plume sensible et puissante. » Et honnêtement, je trouve que ça fait plutôt écho à mon gros coup de cœur pour Les enfants endormis de Anthony Passeron.
Et du coup, je me dis que ça peut être sympa de lire un roman qui aborde la thématique du sida. Enfin, ça peut être sympa. Encore une fois, il faut que j'arrête de dire sympa à chaque fois que je vous parle de lecture hyper profonde, hyper puissante comme ça, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le terme approprié. Mais bon, vous m'avez compris. Je pense que ça peut être intéressant en tout cas de découvrir le sida et la thématique du sida sous un format roman plutôt et moins documentaire. J'ai également dans ma palle sur cette même thématique Les Optimistes. J'ai mangé le nom de l'autrice, je crois qu'elle s'appelle Rebecca quelque chose, qui est également sur la thématique du sida, qui me tente beaucoup. Ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. Il faudrait que je prenne le temps de le lire parce que je pense que c'est extrêmement poignant aussi. Donc voilà, dites au loup que je suis chez moi. Et le dernier livre que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc c'est le livre que mon conjoint a acheté récemment, qu'il n'a pas encore lu, donc je ne peux même pas vous dire ce qu'il en a pensé. Mais franchement, plus je le vois sur sa table de chevet, plus je me dis que bon, peut-être qu'il va changer de côté et qu'il va venir de mon côté du lit et de mon côté de table de chevet. Il s'agit de ce roman-là, enfin ce livre-là, dont vous avez sûrement entendu parler, Les Fossoyeurs, écrit par Victor Castanet, et en l'occurrence, donc ce n'est absolument pas un roman, c'est un documentaire, c'est une enquête qui a été faite, une enquête journalistique qui a été faite sur le groupe Orpea, donc qui est leader mondial des EHPAD et des cliniques. Je pense que vous en avez entendu parler, ça a fait énormément de bruit. Alors moi je l'avais beaucoup vu passer en librairie, mais je m'étais jamais trop attardée sur ce livre. Mais récemment, alors je sais pas, il y a peut-être quelques semaines de ça, hein, on a vu l'interview de Victor Castanet qui est passée au quotidien, donc sur TMC, et on a trouvé ça hyper intéressant. Donc pour le coup, c'est d'ailleurs je pense pour ça que mon compagnon l'a acheté. Mais voilà, du coup ça me tente bien. Ça me tente bien, alors je vais pas vous dire que ça va être sympa comme lecture, hein, parce que je pense qu'on n'est absolument pas sur une lecture sympa. Mais c'est une lecture intéressante là aussi. Et à mon avis nécessaire. Hein. Ouais. De nombreuses enquêtes ont été lancées par l'État, créant une véritable onde de choc qui dépasse bien largement Orpea. Je vais peut-être quand même vous dire la 4e de couve, ça peut être intéressant. 3 ans d'investigation, 250 témoins, le courage d'une poignée de lanceurs d'alerte et des dizaines de documents explosifs. Plusieurs personnalités impliquées pour révéler les dessous du groupe Orpea, leader mondial des EHPAD et des cliniques. Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobatie comptable, argent public dilapidé. Nous sommes tous concernés. Ce récit haletant et émouvant a mis au jour de multiples dérives et révélé un vaste réseau d'influence bien loin du dévouement des équipes d'aidants et de soignants. Majoritairement attachés au soutien des plus fragiles. Sa publication a déclenché une libération de la parole et un débat public et national. De nombreuses enquêtes ont été lancées par l'État, créant une véritable onde de choc qui dépasse bien largement Orpea. Et donc Victor Castanet est un journaliste indépendant. Durant 3 ans, il a résisté à toutes les pressions pour livrer ce travail d'investigation magistrale au nom de son grand-père. Et dans l'interview qui a été publiée au niveau du quotidien, il disait qu'effectivement il avait eu énormément de propositions de pots de vin pour se taire et pour ne pas sortir cette enquête. Et en fait, alors je sais plus, hein, mais c'était incroyable, l'argent qu'on lui proposait, c'était monstrueux. Et en fait, il est resté droit dans ses bottes et il est allé jusqu'au bout de sa démarche. Et voilà, et ça nous a fait cette enquête-là. Donc, pour le coup, ça me tente bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette enquête, je ne sais pas si vous l'avez lue. Potentiellement, vous êtes peut-être nombreux à l'avoir déjà lu, hein, parce que nous, on découvre un peu le truc après tout le monde. Mais ça a l'air assez intéressant à lire. Sinon, j'ai un mini unboxing à vous faire, mais je vous le ferai probablement demain ou après-demain. Il y a mon chat qui miaule pour rentrer. Attendez, je reviens. Donc, je vous disais, l'unboxing, on le fera plus tard. En revanche, avant de couper la caméra, je voulais quand même vous parler de 2 expositions, puisque j'ai eu l'occasion de passer le week-end dernier à Paris avec des amis. On a passé un très très bon week-end et on a pu découvrir 2 expos. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les livres. Oui, mais non. Puisque vous allez voir, il y a quand même un petit lien, c'est pour ça que je vais vous en parler. La première exposition que l'on a eu l'occasion de voir, pour le coup ça n'a pas grand chose à voir avec les livres, mais je vous en parle parce qu'elle est toujours en cours et que potentiellement si ça vous intéresse, vous pouvez vous aussi aller la voir.
Il s'agit de l'exposition qui est organisée en ce moment à l'Atelier des Lumières dans le 11e arrondissement de Paris, à côté d'Oberkampf. Il s'agit d'une exposition sur les œuvres de Marc Chagall et les œuvres de Paul Klee. Et en fait, l'Atelier des Lumières, si vous ne connaissez pas, c'est un endroit spécifique où vous avez des expositions qui sont plutôt des expositions son et lumière, où vous avez les œuvres qui sont projetées comme ça sur les murs, avec toute une playlist musicale qui est choisie en fonction de l'artiste. Et en fait, ça vous donne une expérience assez incroyable. Moi, j'avais déjà fait à l'Atelier des Lumières l'exposition qui avait été organisée sur Klimt et sur Van Gogh. Et il y a 4 ans de ça, je crois que c'est... ou 3 ans de ça, parce que ça devait être l'été du Covid. On était partis en vacances avec mon conjoint près d'Avignon et on avait eu l'occasion de voir l'exposition organisée sur les œuvres de Salvador Dali avec une playlist de Pink Floyd qui était faite au Beau de Provence dans une ancienne carrière désaffectée. Et c'était juste exceptionnel, franchement, c'était incroyable. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment basé sur Marc Chagall et Paul Klee. Vous avez une musique qui est plutôt une musique d'opéra, puisque si vous ne le savez pas, Marc Chagall est le peintre qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier à Paris. Donc c'est très musique classique, mais ça va extrêmement bien avec les œuvres de Marc Chagall. Et c'est vraiment très très beau, très bien fait. Nous, on a beaucoup aimé. L'exposition dure à peu près 40-45 minutes. Elle n'est pas donnée puisque elle est quand même à 16 €, mais c'est une expérience en tant que telle. Donc si vous avez l'occasion, si vous faites un week-end à Paris ou si vous êtes parisien voilà, ou si pour X ou Y raison vous avez l'occasion de la faire, eh bien n'hésitez pas parce que c'est très sympathique. J'en profite également pour vous dire que l'Atelier des Lumières a ouvert un autre lieu sur le même style d'exposition avec des projections comme ça d'œuvres, il me semble, à Bordeaux. Je crois que c'est au niveau de la Cité Marine, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui a été ouvert à Bordeaux et qui reprend un peu le même fonctionnement en termes d'exposition. Comme vous pouvez le voir, les tableaux sont extrêmement bien représentés et bien projetés. Les couleurs sont magnifiques et la musique nous emporte totalement. On est totalement immergé dans l'univers de Marc Chagall grâce à cette exposition. La seconde exposition dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une exposition qui malheureusement est terminée. Ça a été une exposition qui a été ouverte, je crois, sur la fin de l'année 2022 et qui se terminait le 5 mars. Donc nous, on a eu l'occasion de la faire le dernier jour. C'était très compliqué d'avoir des places parce que c'était surbooké, honnêtement. Ça a été un peu chaotique. Mais on était ravis de pouvoir la faire puisque c'est une exposition qui était sur Frida Kahlo. Je sais que j'en ai déjà parlé par ici, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez peut-être déjà, mais je suis une grande fan de l'artiste et de la femme qui était Frida Kahlo, donc c'est vrai que dès qu'il y a une exposition sur les peintures mexicaines ou sur son univers, j'aime beaucoup les faire. Là, en l'occurrence, il y avait une exposition sur Frida Kahlo au Palais Galliera à Paris, dans le 16e. Donc malheureusement elle est terminée, donc voilà, ça va pas vous dire grand chose, mais j'ai acheté le livre qui retrace toute l'exposition et que je voulais vous montrer. Je vais vous faire des petites vidéos là, des petits plans vidéo du livre parce que vous allez voir, il est juste exceptionnellement beau. L'exposition retraçait un petit peu, alors pas vraiment sa vie, pas non plus ses œuvres parce qu'il y avait que 2 ou 3 œuvres projetées, donc c'est pas là où vous pourrez avoir l'occasion de découvrir l'œuvre de Frida Kahlo, mais c'était plutôt ses accessoires, ses correspondances. C'était Frida Kahlo au-delà des apparences, donc l'exposition portait très bien son nom puisque vraiment on avait un petit peu l'envers du décor, tout ça, donc c'était pas mal. Vous aviez notamment les corsets qui était exposé, donc puisqu'il faut savoir que si vous ne le savez pas, Frida Kahlo a eu un grave accident de métro quand elle était jeune, et du coup une barre de métro, enfin c'est même pas un métro, je crois que c'est un tramway, bref la barre du tramway elle a transpercé et donc elle a été très 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 embêtée tout au long de sa vie, elle a été un peu handicapée, elle a été très longtemps alitée, ça a été très compliqué.
Et elle a souffert hein, tout au long de sa vie à cause de cet accident. Et du coup, bah, elle portait très souvent des corsets qui étaient exposés, puisqu'elle en a fait, pour certains, des véritables œuvres d'art. Elle les a dessinés et compagnie, donc voilà. Donc vous allez me dire, c'est un peu glauque, mais rassurez-vous, il n'y a pas que les corsets quand même. Il y avait aussi ses robes, il y avait aussi tous ses accessoires, et il y avait pas mal de correspondances avec différents artistes, avec différents hommes politiques, et c'était très intéressant et très chouette à faire. Donc je vous montre quelques petits plans vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette exposition. Bon, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, j'ai craqué pour des petites cartes. Donc ça, c'était l'affiche de l'exposition, vous l'avez peut-être déjà vue. Bon, en tout cas, je trouve que la photo est superbe. Et donc voilà, là, vous avez une des œuvres de Frida Kahlo hein, qui est représentée ici sur cette petite carte. Et donc, bien évidemment, je vous montre le livre pour lequel j'ai craqué, qui est juste très très beau. Vous voyez, on est quand même sur un objet livre magnifique. Et donc vous avez un certain nombre de photos qui retracent un petit peu la vie de Frida Kahlo. Donc c'était des photos qu'on ne connaissait pas beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup de choses qui étaient assez inédites, qu'on n'avait jamais vues en expo. J'essaye de vous faire un petit plan. Donc là, vous voyez, c'est notamment une de ses œuvres, hein, une œuvre assez connue, celle-ci. Encore une de ses œuvres. Elle faisait beaucoup d'autoportraits, hein, donc effectivement, vous allez en voir pas mal. Ça, c'était des photos de ses coiffures, notamment. Voilà, donc là, elle est en photo avec Diego Rivera, son mari. On avait pas mal de croquis aussi qu'elle avait dessinés, encore une fois, des choses assez inédites qu'on ne voyait pas dans les autres expositions. Voilà, bon, je vais pas vous faire tout le livre, hein, parce que bon, à un moment donné, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt, mais c'est pour vous montrer un petit peu. En tout cas, sachez que si le livre vous intéresse, il est disponible sur les sites de vente en ligne, notamment la Fnac, Amazon et compagnie. Donc vous pouvez quand même le retrouver, même si vous n'avez pas fait l'exposition. Hello, on est mercredi, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc, j'ai deux petits colis à vous ouvrir en unboxing. Le premier, c'est une petite enveloppe et je sais de qui ça vient. Je pense que si vous me suivez depuis un petit temps, vous devez vous aussi savoir de qui ça vient. J'ouvre donc la petite enveloppe. Ah. Et donc c'est les nouveautés de la boutique de Eve. Hop. Je vous mets la petite carte ici. C'est bien emballé. Oh là là, c'est joli. Du coup, j'ose pas trop ouvrir. Ce sont ces petites nouveautés du printemps. Oh là là, oh là là. Ouh là là, mais Eve, tu as fait beaucoup trop de folie là. Oh. Donc, nous avons une petite carte, Plant Lover, avec plein de plantes vertes. Ah, ça me fait... Bah, on en a une comme ça d'ailleurs. On en a une comme ça, chez nous. Ah, c'est joli. C'est très joli. Voilà. Nous avons un petit sticker Plant Lover également. Et nous avons 3 petites nouveautés. 3 petits nouveaux marque-pages. Ah, ils sont trop beaux. Alors celui-ci, il ressemble un petit peu à ceux que elle avait fait le printemps dernier, je crois. Donc c'est sur la même thématique, un Plant Lover. Et alors ceux-là, par contre, je trouve que c'est vraiment très très nouveau. Qu'on a celui-ci. Et alors celui-ci, je suis extrêmement fan. Je pense que c'est peut-être même celui-ci mon préféré. Je les trouve très très beaux tous les 3. Hein. Mais alors celui-ci, je le trouve magnifique. Donc voilà, avec les petites citations comme d'habitude. Voilà, vous avez ton corps bosse pour toi à chaque seconde, lui et toi, vous êtes une équipe et plus. Vous avez cultiver et enrichir et aimer son jardin, sa maison, soi-même et donc sa vie. Et vous avez vivre le moment présent et savourer les bulles de bonheur du quotidien. Je trouve ça très très sympa. Merci encore Eve, vraiment pour ces petites attentions, ça me fait vraiment plaisir.
Et donc, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez découvrir les petits marque-pages et toute la papeterie que Eve peut mettre à disposition, vous avez un code promo que Eve vous offre. Vous avez 20% de promotion sur tout le mois de mars avec le code Sibylle20, je crois. Je vous le remettrai en bas. Voilà, si vous souhaitez découvrir ces petits marque-pages, mais encore une fois, je vous invite à le faire parce que ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Et deuxième petit colis que je dois ouvrir avec vous ce midi. Je vais pas vous cacher qu'on est sur un livre, bien évidemment. Alors, je me dépêche. Parce que je sais que vous n'avez pas le bruit. J'enlève ça. Tadam! Vous l'avez vu? Le dernier Mélissa d'Acosta, je suis trop contente. Donc la nouvelle étoile du roman français, c'est tout à fait vrai, mais on va l'enlever parce que les bandeaux, ça m'énerve. Et parce que la couverture est juste génialissime, elle est trop belle. Donc il s'agit du dernier roman de Mélissa d'Acosta qui est paru il y a quelques jours, je crois, hein, qui s'intitule Les femmes du bout du monde. Et donc il s'agit d'un roman qui se passe en Nouvelle-Zélande. Je vous lis la 4e de couverture. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Muntunga Oteao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé, mais bercées par les vents et les légendes maoris, ces 3 femmes apprendront à se connaître, à se pardonner et à s'aimer. Bon, alors autant vous dire que celui-ci me fait envie, mais alors puissance 1000. Je vous ai déjà parlé de Mélissa d'Acosta précédemment, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, puisque j'ai acheté il n'y a pas très longtemps Je revenais des autres. Je crois que c'est ça le titre. Mélissa d'Acosta, je n'ai lu pour le moment que Tout le bleu du ciel. Je sais que vous avez été quelques-unes à craquer quand je vous en avais parlé, parce que vraiment, Tout le bleu du ciel, il est magique ce livre. Donc je ne pense pas me tromper, je pense que vraiment Mélissa d'Acosta, pour moi en tout cas, c'est une valeur sûre. Et je sais que ce roman-là, je vais l'apprécier, tout comme je sais que je vais apprécier Je revenais des autres et les autres qu'elle a pu écrire, que je n'ai pas encore dans ma palle, mais ça ne serait tardé. Donc, j'ai hâte de découvrir celui-ci. Je vais essayer de me le caler pour le printemps, là. Je vais voir parce que franchement, c'est un peu chaotique, là. En termes de lecture en ce moment, c'est chaotique. Bref, je vous en reparlerai peut-être plus tard, mais c'est vrai qu'en termes de planning de lecture, je suis un peu perdue. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi midi. Je m'excuse d'avance puisque vous devez entendre le vent qui siffle dans les baies vitrées. On est en période de tempête par ici. Ça a été un peu chaotique, on a eu du mal à dormir cette nuit, genre vraiment ça a soufflé très très fort, donc bon, je sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas ce qui est prévu en termes de météo, mais c'est vrai que ce n'est pas la meilleure météo du monde. Bref, je ne suis pas là pour vous parler météo quand même, je vous prends rapidement sur ma pause puisque je vais bosser je pense jusqu'à 13h à peu près, après j'ai un rendez-vous à l'extérieur, donc je vous prends, j'ai pris un petit café, je fais une pause rapide pour vous parler. Du coup, je voulais vous parler lecture, donc comme je vous disais mercredi, quand je vous ai pris, en ce moment je suis un petit peu frustrée en termes de lecture, puisque je n'ai pas beaucoup de temps de lire, vraiment.
Et du coup, j'ai des deadlines très très serrées à respecter pour le Grand Prix des lectrices L. Ce mois-ci, on avait assez peu de... Ah, la porte s'ouvre toute seule. Génial. Je vous disais donc, ce mois-ci, nous avions assez peu de temps pour lire les livres du mois et du coup, je dois rendre mes chroniques pour le 17 mars. On est déjà le 10, en sachant que pour l'instant, j'ai lu un livre et demi. Je suis plongée dans le roman policier qui me donne du fil à retordre puisque j'ai vraiment beaucoup de difficultés à le lire. C'est pas un roman policier qui va rester dans les annales pour moi, hein, clairement. Je vous en reparlerai bien sûr, hein, mais c'est vrai que c'est... Voilà, pour l'instant, je suis un peu déçue. Donc, autant le roman, ça a été une très très bonne lecture, j'ai adoré, autant le roman policier, bon, c'est pas trop ça. Et il me reste encore le documentaire à lire, qui est une biographie. Donc, pareil, je peux pas trop vous en dire pour l'instant. Mais je dois le lire du coup en 7 jours, enfin même un petit peu moins parce qu'il faut quand même que je termine le roman policier, donc je vais devoir le lire en 4-5 jours peut-être, et c'est une grosse brique. C'est une grosse biographie avec une police de caractère très très petite et les feuilles très très fines, donc du coup je suis pas sûre de pouvoir lire ce documentaire en aussi peu de temps. Donc il faut que je vois avec l'équipe du Grand Prix pour avoir peut-être un laps de temps supplémentaire si c'est possible, même si j'aime pas trop demander ça, mais c'est vrai que là en l'occurrence c'est un peu compliqué. Et donc ça me frustre un petit peu puisque je ne peux rien lire d'autre à côté et je ne peux pas vous parler de grand chose en fait. Donc vous l'aurez compris, cette semaine, l'update lecture va être très très court. Je ne peux vous parler que d'une seule lecture en ce moment et c'est ma lecture audio. Lecture audio que j'apprécie, mais c'est une lecture audio assez exigeante et du coup je n'ai pas énormément de temps non plus pour écouter. C'est vrai que j'écoute pas mal les livres audio quand je fais du sport ou quand je prends la voiture et en ce moment je n'ai le temps de faire ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas l'occasion de prendre la voiture, je n'ai pas le temps de faire du sport, donc du coup forcément l'écoute audio en pâtit un peu, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie quotidienne en même temps, hein. Je ne vais pas vous montrer que des semaines où je suis capable de lire 3 livres dans la semaine. Ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Voilà, c'est tout. Donc, pour ma lecture audio, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé, je suis toujours plongée dans Émile Zola, dans cette très très belle édition. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette collection chez Emmaüs parce que je l'adore. Donc du coup, je suis plongée dans le premier tome de la saga des Rougon-Macquart. Donc c'est une grosse saga puisque je crois qu'au total, il y a une vingtaine de tomes. Et donc le premier tome, c'est La Fortune des Rougon. Donc là, dans celui-ci, vous avez 2 livres en un puisque vous avez La Fortune des Rougon et vous avez La Curée ici. Donc La Fortune des Rougon, je peux vous montrer rapidement. Voilà, ça représente ça à peu près, vous voyez. Donc là, vous avez La Fortune des Rougon et ici, je vous tourne le livre, vous avez après La Curée. Donc ça fait à peu près la moitié du livre. Je sais pas combien il y a de pages du coup. Ça fait 313 pages pour La Fortune des Rougon. Je vous ai mis le marque-page ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc j'en suis pas encore à la moitié, je pense. Voilà, j'en suis pas encore à la moitié, mais j'avance doucement mais sûrement. C'est donc une lecture que j'apprécie beaucoup. Je n'avais jamais eu l'occasion de lire Émile Zola. Je ne fais pas partie des gens qui ont été dans l'obligation de lire cet écrivain pendant leurs études. Donc du coup, c'est une grosse découverte pour moi et j'avais vraiment très envie de découvrir son univers, son écriture. C'est assez particulier. C'est, comme je vous le disais, une lecture très exigeante, même si je la prends à l'audio, vous allez vous dire, elle prend un peu un chemin facile puisqu'elle l'écoute à l'audio, mais en vrai, même en écoute audio, c'est pas si facile que ça. C'est assez exigeant. On sent que l'écriture est assez descriptive, assez contemplative. On est sur un roman plutôt d'ordre social, donc c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses. C'est beaucoup de descriptions, beaucoup de coups bas, de trahison, beaucoup de... Ouais, d'informations sur la période historique et du coup c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est assez contemplatif.
Et donc ça rend un peu la lecture exigeante, en sachant que le style est quand même assez particulier. On est quand même sur des phrases assez longues, assez denses, des chapitres qui sont très longs et très denses aussi. J'ai eu du mal à mettre mon marque-page parce que je savais pas trop où j'en étais. J'ai mis quelques minutes à identifier le passage où j'en étais, où je m'étais arrêtée. Donc c'est quand même particulier. Voilà. Après, ça reste du Émile Zola et je trouve ça plutôt chouette de lire un petit classique comme ça. Ça faisait longtemps. Donc, du coup, pour vous parler un petit peu de l'histoire, parce que c'est aussi ce qui va peut-être vous intéresser, donc moi je ne connaissais pas du tout l'histoire de la saga des Rougon-Macquart, donc je vous fais un petit résumé de La Fortune des Rougon, ce premier tome, puisque peut-être que vous êtes plusieurs à ne pas savoir non plus de quoi ça parle, c'est possible. Donc La Fortune des Rougon, c'est vraiment le tome qui vient poser les bases, qui vient un peu poser les jalons. Et donc du coup, on fait la connaissance de deux familles, la famille Rougon et la famille Macquart, bon ça vous l'aurez compris. On fait donc la connaissance de Pierre Rougon et de son demi-frère Antoine Macquart. Et donc ce sont deux demi-frères qui ont leur maman Adélaïde, hein, qui a eu une vie amoureuse un peu particulière pour l'époque quand même, puisque il faut savoir que ça se passe en 1850, et donc elle a eu plusieurs hommes dans sa vie, et donc plusieurs enfants. Donc elle a eu 3 enfants au total, et donc ces deux frères ont une sœur, Ursule. Et donc c'est la vie de cette famille-là qu'on va suivre. Donc Pierre Rougon se marie avec Félicité, et Pierre Rougon décide de faire fortune. Donc lui, il va un petit peu escroquer sa mère, un peu escroquer son frère, et du coup il va faire fortune. Alors, je vous dévoile pas toute l'histoire quand même, hein, j'essaye de vous garder un peu de suspense et un peu de surprise, sinon ça n'aura pas d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est un peu l'idée de base dans La Fortune des Rougon. À côté de ça, on a donc Antoine Macquart qui, lui, est quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée, qui a combattu, qui est parti en guerre, etc. Et qui est quand même assez fainéant, hein, faut le dire. Et donc lui se marie avec Finn, et donc en fait c'est sa femme qui se casse le dos tous les matins pour aller travailler, pour ramener de l'argent dans le ménage, et lui c'est un peu un fainéant. À côté de ça, on a Ursule. Ursule, c'est la sœur de ces deux personnes-là, qui, elle, s'est mariée par amour, hein, avec un homme, un ouvrier, il me semble. Et elle a eu 3 enfants. Donc en fait, chacun d'entre eux, ils ont eu 3 enfants, je crois. Alors, le problème aussi de La Fortune des Rougon, c'est qu'il y a énormément de personnages. Donc j'aurais presque dû me faire une petite fiche là, parce que j'étais un peu paumée. Enfin, je suis toujours un peu paumée. Donc vous avez Pierre Rougon qui a 3 fils. Je crois que ça doit être Eugène, Aristide et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Antoine Macquart a 2 filles et un fils. Je sais plus les prénoms. Je sais juste qu'il y a une Gervaise, mais sinon je ne sais plus les prénoms. Et Ursule a également eu 3 enfants, et donc dans les 3 enfants, elle a dû avoir 2 fils et une fille, et donc d'ailleurs François, je sais plus qui, et le petit dernier s'appelle Silver. Et en fait, je retiens surtout le prénom de Silver parce que c'est autour de Silver que va se dérouler un peu l'intrigue de La Fortune des Rougon. Donc Silver, c'est le fils d'Ursule, et il tombe amoureux d'une certaine Miette. Et Miette, du coup, c'est sa fiancée, un peu en quelque sorte, si vous voulez, mais ils sont assez jeunes dans La Fortune des Rougon. Ils ont peut-être... Enfin, Miette, je crois qu'elle a 14 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Donc ils sont très très jeunes. Et donc c'est un petit peu toute leur histoire. C'est assez bien fait parce que toute l'histoire de la famille Rougon et Macquart se fait sur un fond de roman social, en fait. Vous sentez un peu une ambiance tendue. Il y a une certaine guerre entre la monarchie et les républicains. On sent qu'on est en 1850 et que la situation politique est très instable. On le sent très très bien. Émile Zola le reflète à merveille vraiment dans ce roman, donc c'est très bien fait. Et donc voilà, on a très envie d'en savoir plus. On se demande un peu où on va avec La Fortune des Rougon. Donc comme je vous disais, c'est assez lent, donc bon, je prends un peu mon mal en patience, hein, même si la patience n'est absolument pas une de mes qualités. Mais bon, j'essaye de patienter un peu pour voir ce que ça va donner, parce que j'ai assez hâte notamment d'entrer un peu plus dans l'histoire de Silver et Miette, parce que pour l'instant,
c'était quand même très concentré sur l'explication des deux familles, leurs liens, comment ça se passe, voilà. Et on n'a pas trop, enfin des deux familles et de la famille d'Ursule qui est un peu en parallèle. Et voilà, et donc on attend de voir un petit peu ce que ça donne. Bref, très chouette découverte pour le moment. Dites-moi si vous avez déjà lu Zola, dites-moi quels sont les livres que vous avez préférés de l'auteur. Bon, il y a les grands classiques, hein, L'Assommoir, Au bonheur des dames, voilà, qui font d'ailleurs partie de la saga Rougon-Macquart, et donc pour l'instant je commence dans l'ordre. Je pense qu'après La Fortune des Rougon, bah, je finirai, je lirai La Curée, puis on verra au fur et à mesure. Je vais pas tous les lire, enfin je sais pas si je les lirai tous. Je me suis pas fait un gros challenge genre lisons Zola en un an, non. Mais voilà, je trouve ça intéressant de découvrir un peu les classiques de la littérature française. Et voilà, et Zola, bah, quand même, c'est un monument, donc on peut pas passer à côté. Je voulais aussi profiter de ce carnet de lecture pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma petite vidéo sur les sagas familiales historiques. J'ai l'impression qu'elle vous a plu, donc je suis vraiment contente. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si le format vous a intéressé et si vous êtes demandeur d'autres vidéos de ce type-là. Je pourrais vous faire d'autres vidéos thématiques, hein. Typiquement, je me disais cette semaine que j'avais lu quand même pas mal de romans sur les relations parents-enfants, donc ça peut être intéressant de vous faire une petite thématique là-dessus, enfin une vidéo thématique là-dessus. J'ai lu aussi beaucoup de romans qui se passent en Inde, donc ça peut peut-être aussi vous intéresser si vous cherchez des romans à lire sur ce pays-là. Voilà. Enfin bon, je me dis que ça peut être intéressant si de temps en temps vous voulez d'autres vidéos que les carnets de lecture et des choses qui changent un peu. Voilà, je me dis que les vidéos thématiques, c'est toujours intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les 11 sagas familiales que je vous ai sélectionnées vous aura plu. J'espère que vous aurez fait des découvertes parce que je voulais pas vous mettre que les sagas familiales historiques qu'on voit beaucoup en ce moment, à savoir notamment les 3 sagas Charleston, La Villa aux Étoffes, Les Rêves de nos mères et Les Héritières de Lovenoff. Je voulais vraiment vous mettre autre chose, donc voilà. Et j'ai essayé un petit peu de faire un panel des sagas familiales historiques qui m'ont plu sur une période historique très très large et sur des pays aussi enfin sur des endroits du monde très divers et variés. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer ce carnet de lecture maintenant, puisque on n'est pas là ce week-end, on est en Normandie, on va voir une amie, donc clairement j'aurai pas le temps de vous prendre en vidéo. J'aurai pas trop le temps de lire non plus, donc je vois pas trop l'intérêt de faire continuer ce carnet de lecture trop longtemps. Je pense que je vais le clôturer maintenant, le monter, et comme ça je le sortirai... Alors je sais pas, parce que du coup j'ai sorti ma vidéo thématique sur les sagas familiales historiques mardi matin au lieu de lundi soir, et j'ai eu l'impression que c'était pas plus mal pour vous. Donc écoutez, dites-moi. En vrai, ça me va bien aussi de la sortir le mardi soir. Le mardi matin, pardon. Donc je vais peut-être faire ça, la programmer pour le mardi matin, comme ça moi ça me laisse le lundi pour finaliser un peu la vidéo, la charger le lundi soir, et puis comme ça vous l'avez le mardi matin. Ça peut être pas mal. Voilà, bon bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!